Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement consacrée et dévouée à vos territoires, à vos villes, à travers vos artistes. Cette semaine, une nouvelle fois, je vais vous faire découvrir des artistes français connus bien au-delà de nos frontières. Et pour enregistrer cette émission, j'ai choisi un lieu exceptionnel, le village Vintage, made in Habitat. Et oui, c'est la marque Habitat qui a créé ce village. Vous allez découvrir ce lieu à travers l'émission, bien sûr, mais sans plus attendre, le menu, le sommaire de ce Culture T. L'incontournable de ce Culture T, c'est Enki Bilal, légende bien vivante de la bande dessinée. Il nous a reçus au Musée des Arts et Métiers pour une très belle exposition qui lui est consacrée. Diane de Cellier, elle est éditrice depuis une vingtaine d'années. Son credo est simple, des grands textes illustrés par des grands peintres pour des ouvrages tout à fait exceptionnels. Elle nous parle de cette très belle aventure. Mais plein d'autres surprises dans ce Culture T sans frontières, notamment des portraits de la mannequin Noémie Lenoir ou encore du chorégraphe Benjamin Millepied. Mais sans plus attendre, direction Tours, ou plutôt la Jamaïque, ou plutôt Tours. Bref, une rencontre avec Bigaranx qui était en concert à la Cigale. Ce jeune originaire de Tours est aujourd'hui adoubé par la Jamaïque. C'est parti. All set? Let's go. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de passionné, j'ai toujours voulu faire ce qui me plaît un peu, tu vois, et donc ouais, bah, la musique c'était ma passion et ça l'est toujours, et donc j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'ai jamais lâché le morceau, quoi. Je voulais faire quelque chose d'artistique. Je viens d'une famille d'artistes, ma mère, mon père sont des artistes, mon frère pareil, donc voilà. Bah, tout d'abord, j'ai commencé dans des petites soirées, ouais, comme tu dis, des MJC, des bars, des sound systems, quoi, des trucs un peu à l'arrache, organisés entre potes, où tu ramènes tes potes un peu pour te soutenir. Et puis de là, c'est créé un micro-buzz, et d'un micro-buzz, on a réussi à faire quelque chose, quoi. Puis voilà. Bah, comment ça se passe? Bah, ça, c'est un peu le miracle d'Internet et puis de toutes ces nouvelles plateformes qui permettent à des artistes de ma génération de se faire découvrir. Et moi, je me suis fait découvrir grâce en partie à des vidéos, tu vois, sur YouTube et tout. Donc c'est clair, tout le monde a accès à YouTube et à ces sites-là. Et donc c'est clair qu'on a une écoute beaucoup plus internationale. Et puis en plus du fait que je chante, tu vois, en anglais ou en jamaïcain, donc c'est des langages universels, ça permet d'ouvrir ton champ d'action. Real hustler, no sell no cocaine. We no make no money from no heroin. Cause you know we love the people. So we not go sell them a dirty thing. Strictly weed in a me sit back. Strictly ganja in a me sit back. Ouais, bah j'ai jamais écouté de musique en allemand ou en français, donc j'ai écouté tout de suite la musique anglophone. Donc voilà, quand j'ai fait la démarche de faire de la musique, je voulais avant tout faire quelque chose qui me plaît, quoi, enfin de prendre du plaisir à faire ça. Et du coup, vu que j'avais aucune base de musique francophone, c'était impossible pour moi de me dire que j'allais me lancer là-dedans. Ils sont très contents parce que, tu sais, moi je suis quand ils voient un mec comme moi qui vient de France, tu vois, qui exerce dans leur musique, ils se disent que leur culture a vraiment eu un impact énorme, et c'est comme ça qu'ils s'en rendent compte. Et eux, c'est une culture qu'ils ont créée vraiment avec 3 bouts de corde et voilà, et de la ficelle, et dans vraiment des ghettos horribles. Et quand ils voient qu'il y a des gens comme ça partout dans le monde qui exercent leur art, c'est une réelle fierté. Et au final, ils me voient comme un porte-drapeau là où je suis, tu sais, par mois, il y a peut-être des gens qui vont découvrir le reggae et qui vont découvrir ces artistes-là. Pour eux, le reggae, c'est toute leur vie, la musique, c'est toute leur vie. Et de voir des gens qui font ça, voilà, quoi, c'est une fierté, tout simplement. On continue nos pérégrinations dans ce village vintage créé par la marque Habitat.
L'un des lieux incontournables de ce village est consacré à la marque L'Éclaireur, que les fans et les fous furieux de mode connaissent très bien cette marque. Et dans ce lieu, vous pouvez découvrir des objets designés par Vincenzo De Cotis, des objets qui, sans nul doute, plairaient à l'incontournable de ce culture thé, Monsieur Enki Bilal, qu'on a rencontré au musée des Arts et Métiers pour une très très belle exposition. Enki, bonjour. Bonjour. À l'âge de 9 ans, tu arrives en France. Qu'est-ce qui reste du petit gamin de l'époque lorsqu'on voit une telle exposition ici au cœur de Paris? Je ne sais pas, le petit gamin de 9 ans, quand il est arrivé, il n'avait qu'une obsession, c'était essayer d'apprendre le français, essayer de s'intégrer, essayer de surmonter le choc quand même, la brutale rupture. Quitter un pays comme ça, c'est violent toujours. Et puis effectivement, maintenant, je me dis, mais ce musée des Arts et Métiers que je connaissais comme ça, il est là depuis longtemps, les gens le connaissent de nom. Peu le connaissent vraiment finalement, même s'il est très très visité. C'est un musée très très à part. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression, en étant dedans, que j'ai pas seulement parcouru ma propre vie, mais j'ai parcouru la vie de l'humain, de l'humanité entière, parce qu'il y a tellement d'inventivité, de vestiges de l'esprit humain dans un musée comme celui-là, que c'est absolument vertigineux. Donc voilà, c'est toute la production humaine est là, quoi, on peut dire ça. Ce qui est très étonnant dans cette exposition, qu'on va découvrir évidemment à l'image, c'est que, comme tu le disais, à la fois ça transpire ton vécu, et d'ailleurs c'est un vrai plaisir pour les gens qui te connaissent en tant qu'auteur de bande dessinée de redécouvrir un panel assez incroyable de ce que tu as créé. Et puis il y a cet autre Enki Bilal qu'on définit souvent plus comme un artiste contemporain aujourd'hui, que tu nous fais découvrir avec d'autres créations, et puis avec des machines totalement incroyables que tu allais puiser ici dans ce musée. C'est une double facette du Enki Bilal qu'on va découvrir. Je ne sais pas si c'est une facette, c'est un tout. Alors moi, je me suis toujours, progressé, avancé en essayant d'absorber les choses qui me passionnaient, qui m'intéressaient. Effectivement, il y a un côté un peu on est dans une rétrospective d'une certaine manière, mais c'est ce côté très hybride où effectivement j'ai pu amener des machines, des réserves du musée pour les amener ici, et les détourner, ça donne un côté à la fois sensoriel, à la fois installation. J'ai fait de la peinture depuis un certain temps quand même, et donc tout ça finit par produire quelque chose de, je pense, extrêmement cohérent et extrêmement lié aussi à l'aventure humaine. Bon, alors donc c'est l'art et le progrès humain. Je pense que les artistes ont toujours accompagné le progrès humain. Les machines font partie aussi de l'imaginaire aussi de l'artiste. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement cohérent. Alors une facette, deux facettes, trois, je ne sais plus. Multifacette, pourquoi pas. C'est l'univers, on est dans une salle ici qui figure le cosmos, l'univers, le questionnement de Dieu, y compris de Dieu. Il y a une machine ici, qui est une machine chercheuse de Dieu. Bon, ça en dit long. Ça en dit long. Enki, Mécanumanical, voilà, je l'ai bien prononcé. Mécanumanimal. Mécanumanimal, voilà. C'est pas évident. C'est un piège. Voilà, tu nous as encore créé... Exactement, un mot qui n'existait pas, c'est vrai. Là. Tout part de là. Tout part de là, effectivement. Lorsqu'on a travaillé avec les équipes du musée, avec 9e art, etc., bon, on cherchait le titre et ce mot s'est imposé, est arrivé comme ça. Il a fait grincer des dents, des oreilles plutôt. Les gens avaient du mal à prononcer ce mot. Mais j'ai tenu bon. Je pense qu'il est parfaitement en symbiose. Il dit exactement ce qu'est l'exposition. C'est-à-dire qu'on a le mécanique, c'est les machines, l'humain forcément, qui est l'inventeur de ces machines, qui lui-même est une mécanique absolument remarquable, hein, l'être humain. Et puis animal, pourquoi? Parce que l'animal, d'ailleurs nous venons du monde animal, nous sommes mammifères, etc. Et puis l'homme s'est beaucoup servi aussi de l'animal comme d'un modèle pour créer des machines. Et je cite toujours l'exemple de l'avion de Clément Ader, c'est une chauve-souris surdimensionnée.
d'une précision diabolique, c'est simplement l'inspiration d'une chauve-souris qui donne l'idée à un aviateur fou de fabriquer comme ça une machine qui volerait, parce que se disant pourquoi une machine faite par moi qui ressemble à une chauve-souris ne volerait pas. Elle n'a pas beaucoup volé, elle a fait quelques sauts de puce, mais elle a quand même essayé, elle a pris contact avec l'air. Ce qui est très étonnant, justement, on a l'impression que c'est un résumé, et d'ailleurs on le voit, puisqu'il y a, tu le disais aussi, une rétrospective de nombreuses de tes créations, c'est que tu as souvent soumis au lecteur l'homme, évidemment, la machine, ou l'homme avec la machine, quasiment bionique, et puis les animaux aussi. Donc ça, finalement, Tuwenki est dans ces trois éléments. Oui, c'est pour ça que ce mot m'a plu tout de suite et m'est apparu comme une évidence. Donc effectivement, il y a l'hybridation qui est derrière tout ça. Il y a des travaux que j'ai faits pour cette exposition où j'ai photographié des machines et j'ai intégré l'humain dedans. Donc mélange photo et peinture. Hybridation à ce niveau-là, mais hybridation aussi, on est dans la recherche, on est aujourd'hui dans un monde qui prévoit l'homme augmenté, qui travaille là-dessus, qui travaille sur des prothèses. Je dirais que l'aventure de ce musée continue. Je veux dire que le musée est prêt à recevoir, je pense, dans 10-50 ans, il va recevoir de nouvelles machines qui sont parfois totalement invisibles, nanotechnologiques, mais qui auront des effets absolument incroyables sur l'humain et sur l'humanité. Donc le musée lui-même est en expansion. Mais souvent, lorsqu'on te lit, on se dit, si ça se trouve, Enki Bilal est un homme déjà un petit peu bionique pour imaginer de telles histoires, de telles créations. Le cerveau, il est hybride aussi, donc c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'on n'a pas besoin forcément d'un plan encore, j'ai pas besoin d'un plan, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit dans la prospective, dans la recherche, ça fait partie du jeu. Alors, je le disais, tu as eu la chance d'aller puiser dans les réserves de ce musée assez incroyable pour dénicher des machines, et ils ont des machines totalement folles, qui vont bien au-delà d'ailleurs du territoire français, ils ont ramené des machines du monde entier. Est-ce qu'il y en a une ou deux vraiment qui te tiennent à cœur, où tu t'es dit, celle-là, il faut absolument que je les propose au public? Je ne sais pas, j'ai par exemple le réacteur qui est derrière, qui est un réacteur d'avion à réaction, qui date de 1951. D'ailleurs, le hasard a voulu que ce soit mon année de naissance, mais ça, je l'ai su seulement après. Donc, il a autant d'années que moi, ce réacteur. C'est tellement lourd, quand je l'ai vu, je dis, mais attendez, ça, on va quand même pas pouvoir amener ça dans le musée. Mais si, pas de problème, vous pouvez l'avoir. Alors, il est là, il figure simplement l'hibernateur de mon personnage, Ménicopole, dont l'histoire raconte comment il est retombé sur Terre à bord d'un hibernateur. Donc c'est un petit peu là aussi dans cette hybridité comme ça, cette machine est détournée, beaucoup d'autres sont détournées, celle qui produit notamment l'odeur de guerre, donc elle est évidemment, des gens m'ont demandé si c'était vrai, si elle avait vraiment traîné dans les tranchées de 14-18. J'ai dit oui, bien sûr. Mais c'est important. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres de machines que moi j'ai repérées comme ça à l'instinct dans ces réserves, parce que c'est impressionnant les réserves, vous avez des tas de choses, il y a de quoi faire 15 musées comme celui-là. Et puis en même temps, je les ai indiqués, je les ai désignés comme ça, et moi-même j'ai été cueilli lorsque je les ai vus en situation, ici, sortis du contexte où il y avait énormément de choses. Là, elles sont valorisées, elles sont éclairées, et tout d'un coup, elles prennent une dimension qui est magnifique. Je trouve que c'est une beauté incroyable, et elles ont un rôle vraiment important dans cette exposition, parce qu'elles font le lien entre la 2D, qui sont mes tableaux, mes peintures, mes dessins, mes planches, et la thématique, les thématiques qui sont là. Et du coup, elles ont une vie, une nouvelle vie. Les gens sont très surpris par ça. Donc, c'est ce côté très sensoriel qui apparaît. Ce qui est très étonnant lorsqu'on voit ces machines, c'est qu'elles ont en elles beaucoup de modernité, alors qu'elles viennent de notre passé. Et souvent, à la lecture de ce que tu as créé, souvent, tu montres un futur, mais qui est très ancré aussi dans notre réel. Ça se mélange des deux a souvent été important pour toi. Oui, ce côté presque même anachronique, c'est-à-dire que parfois une machine venue du 19e siècle, elle peut parfaitement avoir une fonction au 21e, 22e siècle. Il y a ce va-et-vient comme ça, cet étirement du temps que je trouve à la fois intéressant et en même temps, je pense que ça donne plus de poids visuellement à ces machines. Je pense que si on essaie d'imaginer des machines du futur, on ira vers une épure absolue. Je pense qu'on y perdrait peut-être
Alors que là, on a des volumes, on a une présence. De la matière, on a de la vie. Une matière et des textures, ça se sent effectivement. Et en même temps, on sent je dirais presque la sueur des hommes qui ont fabriqué ces machines. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez émouvant, ce côté vraiment du 19e siècle. Et puis le génie, c'est vrai. Même le réacteur qui est derrière toi, on a du mal à comprendre où vont les tuyaux, où vont les fils. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Mais exactement, ça, exactement. C'est sidérant. J'ai quand même le sentiment que le passé et le présent n'ont pas toujours une valeur importante pour toi dans tes créations, que tu es toujours dans une forme de futur. C'est juste, oui, alors, le passé, il est passé. Je garde la mémoire du passé, c'est forcément. Mais en même temps, je ne suis pas obsédé par ça. Donc, le présent, je le vis parce qu'il faut le vivre et que c'est excitant à vivre. Mais la dimension future est toujours là parce que c'est à la fois déjà les projets, c'est les projections qu'on peut avoir de sa propre vie, de ses propres désirs. Et je pense que c'est une façon d'avancer. Je pense que c'est une façon d'avancer, de ne pas trop, dans ma création, j'ai été très peu fait de thématiques, traiter des thématiques historiques, sans les mettre forcément en projection. Donc il y a toujours l'idée que le futur, c'est à la fois un miroir pour ce qu'on est dans le présent, ce qu'on a été dans le passé, mais c'est aussi un objectif à atteindre, avec un questionnement à avoir. Je pense que si on avait des politiques un peu plus engagées dans les visions du futur, peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est maintenant. C'est notre histoire. La signature Enki Bilal est aujourd'hui connue bien au-delà des frontières. J'en reviens à ton enfance, cette double, même triple nationalité, elle explique peut-être ce chemin qui est devenu sans frontières encore plus aujourd'hui. C'est pas impossible, hein. Je pense que c'est vrai que ce déracinement, ce métissage culturel d'ailleurs, déjà mère tchèque, père bosniaque, yougoslave, la rupture, le départ vers l'Occident, vers une nouvelle culture, la culture française, la découverte de cette culture, magnifique culture. Je pense que la langue française, c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc tout ça peut-être que c'est une dynamique qui a fait que j'ai ce regard qui est toujours un peu vers l'avant, quoi. Je pense que ça a dû compter beaucoup, hein, ça a dû compter beaucoup dans ma constitution, on va dire, humaine, tout simplement, et artistique aussi. Et c'est le hasard, c'est la grande loterie de la vie, le grand mystère, c'est comme ça. Une rencontre à un endroit, on est, et puis on... Au Louvre, je t'avais demandé si dans 1000 ans, tu aurais aimé être exposé là-bas. J'ai une autre question. J'ai lu récemment que on a découvert des méduses qui seraient peut-être éternelles, qui se régénèrent elles-mêmes, justement. Et donc, ça serait un pas extraordinaire. Est-ce que si on te proposait d'être éternel, ça serait quelque chose d'intéressant pour toi? Alors, je pense que l'éternité, c'est toujours pareil, c'est-à-dire trop d'éternité tue l'envie d'éternité. Non, je ne sais pas, je préférerais presque quelque chose d'un peu intermittent. Ça m'amuserait de pouvoir m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller. Traverser le temps en ayant des moments de rafraîchissement ou des moments de sommeil, on va dire, d'hibernation. Mais j'ai peur cela dit, on travaille là-dessus, hein, on va avoir des surprises énormes, hein, peut-être pas forcément jusqu'à la régénérescence complète de nos cellules, mais je pense que l'homme va s'augmenter très sérieusement. Et c'est une aventure évidemment passionnante et surtout je pense que l'homme ne peut pas échapper à son destin qui est précisément celui d'avancer, de créer, d'inventer, quitte à inventer aussi la machine qui va nous détruire. Donc c'est toujours ce côté-là qui est à prendre en compte aussi. Donc. Merci Enki. Merci. Nous sommes désormais à la galerie Gamme qui fait partie de ce village vintage habitat. Autour de moi, plein d'objets design totalement exubérants qui datent des années 50, 60, 70. Et ces années 70 ont vu la naissance d'une jeune éditrice, Diane de Sellier. Aujourd'hui, son nom, sa maison d'édition sont une référence dans le monde entier pour ceux qui aiment les ouvrages d'exception. Diane de Sellier nous a
ouvert les portes à la fois de chez elle et aussi de son cœur, de l'affection qu'elle a pour les livres. All set? Let's go. Les dignes amateurs d'art et de littérature la connaissent bien. Diane de Sellier, c'est bien sûr l'illustre maison d'édition fondée en 1992. Mais c'est surtout et avant tout une démarche éditoriale singulière, exigeante et passionnée. Une démarche loin, très loin d'une politique inflationniste, malheureusement monnaie courante chez beaucoup d'éditeurs. Des tirages limités à 3000 exemplaires, des livres rares, précieux, des livres qui restent. Je veux faire peu, mais bien. Alors peu, ça s'est trouvé être un livre par an. Bien, c'est très exigeant de faire bien, parce que ça veut dire pousser le plus loin possible le sujet, la qualité, la fabrication, la promotion, mais aussi la diffusion. Donc c'est de vraiment suivre toute la chaîne du livre pour en faire à chaque fois un objet culturel unique. Et des livres qui restent, c'est un peu en réaction contre les coffee table books que l'on met sur une table et puis qui est remplacé l'année suivante par un autre. Et là, d'utiliser les grands textes de la littérature ou des textes emblématiques ou des textes fondateurs permet d'avoir des livres d'une pérennité qui est quasiment éternelle. Une fois par an donc, Diane de Sellier immortalise encore un peu plus les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Dante, Goethe, Boccace ou La Fontaine, des écrits éternels que Diane de Sellier fait rimer avec les illustrations, dessins et estampes des plus grands peintres. Les fables de La Fontaine résonnent à travers 275 gravures rehaussées à l'aquarelle du peintre du XVIIIe Jean-Baptiste Oudry. La Divine Comédie de Dante est sublimée par 92 dessins de Botticelli. Pour ce projet, Diane de Sellier obtient même l'autorisation exceptionnelle de la Bibliothèque du Vatican. Quand vous êtes dans une démarche où vous vous dites « ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce sera beau, ce sera inédit, cela mérite d'être connu », à ce moment-là, vous portez en vous une espèce d'autorité naturelle par rapport au projet, une détermination qui séduit les gens en face de vous. Pour cela, Diane de Sellier sillonne musées, cabinets d'experts et collections privées. Pour dénicher par exemple les fresques et les mosaïques qui illustreront l'Énéide de Virgile. Ou les 660 miniatures provenant du monde entier pour ressusciter le Ramayana, l'un des textes fondateurs de la littérature indienne. Tour à tour, ce sont aussi des artistes de notre temps qui prêtent leur talent le temps d'un projet. Ici, 150 gouaches de l'artiste Gérard Garouste pour le Don Quichotte de Cervantes. Là, 200 œuvres du peintre italien Mimo Palladino pour l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Je me fais plaisir avant tout. C'est-à-dire que j'ai envie de découvrir des textes fondateurs de la littérature, et la meilleure façon de les découvrir, c'est de les lire, de les relire et de les re-relire et de leur donner du sens. Donc ma recherche du sens, de l'illustration, plutôt ma recherche d'illustration, donne du sens à ma lecture et donne du piment à la lecture. Parce que qu'est-ce que je vais trouver qui va pouvoir démultiplier la lecture et la découverte de ces grands textes, avec comme souci tout le temps, c'est qu'il ne faut pas que le livre ou l'iconographie prennent le pas l'un sur l'autre. Après plus d'une vingtaine d'ouvrages, Diane de Sellier ne déroge toujours pas au credo qu'elle s'est donné. Un livre par an. Cette année, ce sera l'Éloge de la folie d'Erasme, un texte du XVIe siècle, illustré par les peintres de la Renaissance du Nord, de Bosch à Bruegel. On continue de découvrir ces lieux totalement innovants et vraiment vintage, mais même fantasmagoriques, comme j'aime le dire, de ce village vintage Habitat. Et j'imagine que cette chorégraphie, ce ballet de carafe devant moi, pourrait plaire à Benjamin Millepied. Vous le savez, ce Français chorégraphe connu aujourd'hui dans le monde entier sera le chef de ballet de l'Opéra de Paris dans un an. On a eu la chance de le rencontrer pour son dernier spectacle, Réflexion, lorsqu'il est venu le présenter à Paris. C'est parti pour une très très belle rencontre. All set? Let's go. Danseur, chorégraphe, bientôt directeur de la danse à l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied, c'est la mélodie du succès conjuguée à son paroxysme.
Le petit Français élevé à Dakar, puis à Bordeaux, rentre en 1993 à la School of American Ballet de New York. En 2001, il devient danseur étoile. Dès 2002, il débute parallèlement à sa carrière de danseur une carrière de chorégraphe avec la création de Triple Duet à Londres. En 2009, c'est la consécration mondiale puisqu'il travaille sur le film Black Swan. L'homme aime la danse et souhaite continuer à ouvrir son métier au public. C'est une maison qui possède un héritage et une tradition extraordinaire, qui a déjà au répertoire de grands ballets. Il va falloir faire vivre cette tradition et d'une façon qu'elle semble aujourd'hui avec une certaine fraîcheur, avec une certaine brillance, travailler sur des ballets en leur donnant la plus grande impact artistique possible. J'ai 150 danseurs, j'ai arrêté de danser il n'y a pas longtemps, je sais quels sont les désirs, les besoins, les sacrifices que ça représente, la passion qui les anime et qu'il faut les nourrir d'un travail qui est vraiment enrichissant et créer une atmosphère de travail qui soit positive, respectueuse et qui permette aux maîtres de ballet de faire le meilleur travail possible, de transmettre leur savoir, mais aussi à eux d'être dans un climat où ils seront très réceptifs. À compter du 15 octobre 2014, il endossera donc le costume de directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Un pari que Benjamin Millepied prend avec beaucoup de respect, mais aussi d'enthousiasme. J'ai envie de changer certaines conventions de programmation, d'utiliser d'autres espaces, d'amener la danse sous plusieurs formes au public et de ne pas toujours être dans une attitude passive face à la danse, assis dans une chaise par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est des moments, des moments dans les danses. C'est des sensations, c'est des émotions, c'est comme ça que je fais le travail et je fais en sorte de vraiment toujours être intéressé par ce que je regarde et voilà, c'est moment par moment en fait. C'est vrai qu'après je résous des histoires, je les commence, mais là dans la pièce, il se passe plein de choses différentes. On va conclure cette émission consacrée aux artistes français sans frontières. On va conclure tout en beauté, tout en charme avec un petit portrait de Noémie Lenoir. Le mannequin qui a été la muse pendant quelques soirs du Crazy Horse l'été dernier. Toutes les infos de votre émission, vous les connaissez, je vous les redonne quand même. Facebook, Twitter, mon profil et celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, mes chroniques coup de cœur, bande dessinée dans Métro et Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures. All set? Let's go. Je suis une grande adepte du Crazy Horse. Alors quand on m'a proposé de faire le Crazy Horse, j'ai pas réfléchi à 2 fois, j'ai dit tout de suite oui. Et c'est on peut dire du bouche à oreille, parce qu'on a parlé de moi, on a dit on cherche une muse, qui on pourrait bien prendre pour ce show, et donc on m'a proposé, et voilà, j'ai sauté sur l'occasion. J'appréhende. C'est pas comme un défilé où on vous dit bon bah, tu mets la robe, tu fais un aller-retour. Ou encore le Victoria's Secret qui est un peu plus chaud. On vous met quand même en petite tenue, mais c'est pas pareil. Là, il faut danser. Il faut assez avoir confiance en soi.